Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à cette émission Équipe Morning. Cette émission où nous analysons, nous comprenons, nous traitons les enjeux liés à la jeune femme. Ce matin, nous aurons l'immense plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Bikoumou Estelle, conseillère et directrice à la communication au cabinet de la promotion et de l'intégration de la femme. Et comme vous le savez d'habitude avec moi, Mac et Arlon. Bonjour les filles, comment vous allez ce matin? Ça va. Arlon, Mac, vous allez bien? Ça va. Alors ce matin, nous allons parler de la maternité entre pression sociale et épanouissement personnel. Dans ce thème, nous aurons avec nous Madame Estelle Bikoumou, qui est conseillère, en même temps directrice à la communication au cabinet de Madame la ministre Néfer Ingani. Alors Madame Estelle, vous allez bien? Oui, bonjour Faïda, je vais bien. Merci, bonjour, je vais bien. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons de maternité, on oscille entre idéalisation et injonction. Pour vous, Madame Estelle, est-ce que la maternité a-t-elle été une source d'épanouissement ou un parcours sous pression? Mais déjà, on va commencer par dire que c'est quand même une étape incontournable de la vie d'une femme. En tout cas, c'est ce qui a été considéré jusqu'à un moment donné, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous puissions assister à certaines pesanteurs liées à l'évolution de la société, pas toujours en bien, hélas. Mais s'il faut parler de mon expérience personnelle, c'est d'abord une belle expérience parce que ce n'est qu'une très bonne chose que de donner la vie, que de pouvoir perpétuer sa vie, engendrer justement les répercussions de ce qui sera demain après vous. Parce qu'il faut toujours se rappeler que nous sommes que des passagers sur Terre. Et donc, donner naissance à une vie, c'est s'assurer de pouvoir perpétuer sa vie après soi. Maintenant, après, quand nous parlons en rapport avec le thème de ce matin, entre pression sociale et pesanteur, vous disiez épanouissement personnel. Je disais tantôt que c'était toujours un bonheur. Après, il y a la pression. Pression sociale, mais d'abord pression en soi. Parce que la maternité, chacune de nous a son expérience. Il y en a qui ont donné naissance très tôt. En ce moment-là, c'est une forte pression parce que souvent, il faut coupler la gestion du bébé aux études qu'on est en train de parcourir encore. Après, on a aussi la vie sociétale, on a la vie professionnelle qui consiste à aller travailler à une heure donnée, revenir à une heure précise aussi pour s'occuper du bébé, que ce soit ici comme dans un autre environnement, on a besoin du temps pour s'occuper de son bébé. C'est toujours une pression aussi par rapport au regard extérieur de la famille, de la société, la famille qui estime qu'il y a un âge, ce qui est d'ailleurs réel parce que par rapport à l'horloge biologique de la femme, il y a un âge indiqué pour pouvoir faire les enfants. Dépasser cet âge-là, c'est pas évident. Mais en même temps, il y en a qui, par conviction, estiment qu'elles ont d'abord besoin de s'accomplir personnellement avant de pouvoir penser aux maternités. Ce qui n'est pas toujours bien perçu dans nos sociétés, lié à notre réalité culturelle qui voudrait qu'on puisse perpétuer pour le bien-être et la sauvegarde de l'identité culturelle de la famille. On parle, par exemple, dans certaines ethnies de notre pays, du fait que la femme, quand elle engendre, elle rassure la succession des générations futures concernant le matriarcat de notre famille. Donc, en ce moment-là, on fait pression sur les jeunes filles et on encourage même les jeunes filles qui, très tôt, précocement tombent enceintes parce qu'on estime non, faut les laisser concevoir parce que c'est important pour la famille. Mais à côté de cela, après, ça se répercute. Donc, il y a tellement à dire que je vous laisse développer. Effectivement. Et Mac, je vais prendre ton avis sur la question. Moi, je vais rejoindre Madame Bikoumou déjà dans ce qu'elle a dit. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à voir en fait ce côté. Et il y en a aussi d'autres qui disent que je dois d'abord m'accomplir aujourd'hui avant de mettre au monde. Donc, d'où on se dit, attends, à un moment donné, tu vas travailler là, tu vas travailler de l'argent et tout, tu vas à l'école pour devenir quelqu'un, mais qui prendra la relève si tu n'enfantes pas? Mais qu'on le veuille ou non aussi, qu'à cela ne tienne, il y a d'autres femmes aussi. Bien sûr qu'il y a la pression, il y a les regards d'autres personnes, mais il y a d'autres femmes aussi, elles ont des problèmes de stérilité. Moi, j'aurais dit, en fait, à un moment donné, il faudrait arrêter de porter regard sur ce genre de femmes. Ou bien arrêter de faire la pression aux femmes de mettre au monde parce qu'après, la maternité reste un choix. Effectivement.
Arlon, je prendrai ton avis. Déjà, même dès que tu te maries, toute la famille est sur toi. Ils attendent que tu fasses des enfants, que tu donnes vie. Donc, je pense que c'est une obligation incontournable pour une femme. Mais aussi, il y a d'autres femmes qui ne veulent pas mettre au monde. Donc, elles peuvent passer par d'autres méthodes comme insémination artificielle, des trucs comme ça. Voilà. Alors, la pression, moi, je vais rejoindre tout de suite le prénom Anne, parce que la pression, surtout dans le foyer, elle s'exerce souvent sur la femme. Et pourtant, la femme n'est pas seule à pouvoir décider de la maternité. Il y a plusieurs couples dans lesquels c'est l'homme qui est peut-être stérile, mais le regard, la pression va plus du côté de la femme, sur qui la belle famille exerce beaucoup de menaces. Et même quand elle enfante, on oublie que même les gènes en termes de sexe proviennent de l'homme. Oui, chez nous, au Congo, on dit oui, mais le fait que des filles, elles ne produisent que des garçons, alors qu'on oublie souvent qu'on fait subir cette pression à la mauvaise personne sur la femme. Alors qu'il y a deux personnes. Les deux, non, c'est même l'homme qui donne le sexe. Oui. Alors les dames, je comprends par là que la maternité c'est une évidence pour toute femme, et je reste aussi sur l'aspect où il reste question de choix et surtout de responsabilité. Nous sommes dans une société où actuellement les femmes priorisent leur carrière, les femmes priorisent beaucoup de choses à côté et se disent: moi, mettre au monde, passer par la maternité, ces 2 années de sacrifice, les 9 mois de grossesse, jusqu'à ce que l'enfant apprenne à marcher, c'est un long moment de sacrifice. Pour vous, vous pensez que pour que la femme s'accomplisse, forcément, elle doit passer par cette maternité-là, où elle peut être épanouie, elle peut s'accomplir en tant que femme, mais sans pourtant passer par la maternité. Madame Estelle. Moi, de par mon éducation et ma culture, je soutiens la thèse selon laquelle la femme est destinée à concevoir. Parce que si ma mère n'avait pas procréé, moi, je n'existerais pas. Et je prendrai mon cas. Moi, j'ai eu ma fille à 36 ans. J'ai subi beaucoup de pression. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu aussi des difficultés pour pouvoir tomber enceinte parce que j'avais peut-être trop attendu. Je voulais m'accomplir, comme on le disait tantôt. Je voulais avoir un boulot stable avant de penser à pouvoir procréer. Malheureusement, après, ça m'a engendré quelques complications. Dieu merci, parce que je suis chrétienne. J'ai fini par concevoir, mais je peux vous rassurer que mon bébé avait à peine 1 année que tout le monde voulait que je puisse en faire un autre. Alors qu'en réalité, c'est moi qui suis censée me réveiller tard dans la nuit pour m'en occuper. C'est moi qui suis censée gérer mon temps par rapport au plan de carrière. Le sacrifice, il reste individuel, c'est clair, il n'y a pas de débat. Donc, à un moment donné, il faut que chacune de nous s'assume parce qu'il ne s'agira jamais de la vie des autres. Le regard, il peut être perçu de l'extérieur autrement, mais la réalité de la vie, c'est chacune de nous qui l'a subi. Donc, à chacune de nous d'assumer ses choix et de décider par rapport à ses convenances, par rapport à ses visions, à ses plans de carrière et de sa réalité sociale. Totalement d'accord avec vous, Madame Estelle. Arlon, alors? Vous pensez qu'on peut combiner carrière avec la maternité? Ah, bien sûr, il n'y a pas d'incompatibilité à cela, surtout dans nos pays. Encore en France, et même en France, il y a des services sociaux, il y a des crèches qui existent pour pouvoir faciliter la tâche à ces mamans qui doivent sortir dès 7 heures du matin pour aller exercer leurs activités professionnelles pour revenir à une heure donnée. Les crèches, elles existent. Il y a même des femmes qui entretiennent des enfants à domicile. Ça existe, ce service aussi privé. Tout comme ici au Congo, nous avons des nounous, et encore au Congo, nous avons l'assistance de la famille. Oui. Parce que ce ne sont pas les mêmes réalités. Au-delà du fait que vous travaillez, donc vous avez un revenu qui vous permet de pouvoir prendre à votre disposition une nounou, une ménagère pour vous accompagner dans vos tâches au quotidien, mais vous avez aussi la possibilité justement d'organiser justement les naissances. Parce qu'après les enfants, on doit aussi les faire. Pour les faire, il faut tenir compte de ce qui va être leur accompagnement dans leur parcours d'éducation. Être personnellement, savoir les accompagner, savoir prendre du temps pour réviser avec nos enfants, parce que c'est pas toujours la même chose, même quand on a des encadrants. Prendre le temps de toucher du doigt la réalité du travail que l'enfant exécute au quotidien. Prendre le temps de rencontrer justement les professeurs et prendre le temps de suivre ce que l'enfant fait, les activités. L'enfant a aussi besoin de sentir la chaleur maternelle, c'est important, tout comme paternelle, parce que les enfants, les papas, ils sont absents. Ils oublient que ce sont eux qui nous font pression. Ce sont eux qui sont derrière les grossesses, mais après, ils sont absents. Ils jouent les abonnés absents.
Voilà pourquoi, à un moment donné, il faut que les responsabilités soient aussi partagées, qu'à cela ne tienne. Nous sommes les seuls à porter les enfants, mais assumons simplement et organisons, planifions, et je crois que ça devrait le faire. Merci beaucoup, Madame Estelle, pour cette belle intervention. Et j'ai une petite préoccupation, nous nous rendons compte, surtout dans notre société actuellement, on emmagasine assez en grand nombre le taux de grossesse infantile au niveau de la jeune fille. Les jeunes filles, déjà à partir de 13-14 ans, on se rend compte qu'elles tombent facilement enceintes. Même 12 ans. Et elles ne peuvent plus continuer les études. Et 10 ans plus tard, on aura des femmes dans l'échec et elles vont se dire, oui, si j'ai pas pu réussir parce que j'ai pas eu ci, j'ai pas eu ça. Alors qu'à côté, je connais une dame qui travaille avec moi. Elle a eu une grossesse tellement infantile, je pense que c'était à son âge de 14 ans. Mais aujourd'hui, quand on la voit, on voit une femme très accomplie. Elle jongle au moins entre 4 ou 5 boulots, elle est équilibrée, elle a un foyer stable, elle est stable émotionnellement. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce fléau qui touche nos filles, nos petites sœurs aujourd'hui? Faïda, je commencerai par dire que ce n'est pas un nouveau fléau. C'est un fléau qui a toujours été d'actualité. Donc, depuis plusieurs décennies déjà, mais les femmes, étant donné qu'à partir de 12 ans souvent, elles ont leur menstru, donc elles sont exposées. Surtout que nous n'avons pas vraiment la culture de l'éducation sexuelle dans notre pays. Parce que si on se permettait de pouvoir parler ouvertement aux enfants, leur expliquer qu'à partir du moment où vous allez constater tel ou tel autre signaux, ce sont des saignements qui induisent que vous avez désormais un cycle fonctionnel qui peut vous favoriser une grossesse au cas où vous êtes en contact avec un jeune garçon. C'est vrai qu'il y a la biologie, aujourd'hui ça s'appelle sciences de vie et de la terre, SVT. À notre époque, ça s'appelait biologie. Donc, voilà. Donc, les enfants ne sont pas assez sensibilisés. Après l'encadrement, est-ce que les parents suivent réellement les mouvements des enfants? Après, ils peuvent toujours aussi jongler, qu'à cela ne tienne. Mais moi, je crois qu'au-delà des grossesses précoces, tout est question d'ambition, de vision et de conviction qu'on se fixe. Vous savez, nous les mamans, nous devrons beaucoup communiquer avec nos enfants pour les booster. Parce que les visions futures partent justement des convictions que nous portons depuis le plus bas âge. Et ces visions sont emmagasinés ou encore sont générés par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous écoutons. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les enfants ont accès parfois à des contenus non indiqués qui les poussent à la découverte parce que l'homme de nature, il est curieux. Je parle de homme avec grand H. Donc, à la découverte, il y a malheureusement des grossesses précoces. Mais après, c'est à nous parce qu'un enfant, il reste un enfant quel que soit l'âge. S'il arrive que l'enfant puisse tomber enceinte avant, mais c'est à nous les parents de pouvoir l'accompagner. Parce que si elle n'est pas soutenue pour pouvoir après assurer la relève concernant l'entretien de cet enfant, mais elle va abandonner les études. Mais si c'est un enfant qui fait le BPC et qu'elle est quand même soutenue, c'est une erreur qui s'est produite, on ne va pas abandonner son enfant. Mais en ce moment-là, l'enfant comprendra quand même tout le sens que les parents accordent à son éducation et prendra aussi un autre degré de conscience pour pouvoir poursuivre ses études. Mais si un enfant enceinté est tout de suite relâché et abandonné par sa famille, ben désormais, une maman, elle porte quand même son enfant dans son cœur. C'est une vie qu'elle porte en elle, toute son existence. Ben, elle sera désormais consacrée à son enfant. Et si elle n'est pas soutenue, ben, elle va se mettre au marché, elle va se mettre dans la prostitution si elle n'est pas soutenue. Et c'est comme ça que toute une vie est chamboulée. Parce que il y a malheureusement cet handicap biologique pour la fille. Parce que la fille qui est tombée enceinte, elle a été enceintée par un autre collègue de classe parfois qui poursuit son cursus scolaire pendant que elle emmagasine ce retard, ça empiète sur sa formation donc scolaire et tout. Donc c'est juste en ce moment-là, nous les parents qui devrons continuer à accompagner nos enfants, même quand ils commettent des erreurs, savoir les recadrer pour les ramener à la raison, pour pouvoir rattraper. Parce que sinon, c'est perdu pour la vie. Oui, d'accord, Madame Mikoumou, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui aussi, il y a ce phénomène, d'ailleurs, dans notre société, où les mamans, bon, je ne sais pas si c'est juste en Afrique, personnellement, n'arrivent pas à faire des sujets tabous. Pour ne pas dire au Congo, bon, je parle en Afrique et en particulier au Congo, il y a encore des sujets tabous. Moi, par exemple, je sais, en grandissant, je n'ai pas appris à calculer mes règles. Le cycle. Oui, voilà, j'ai pas appris à calculer le cycle menstruel auprès de ma mère. Non, c'est la maman d'une amie. Ma mère, elle ne voulait en aucun cas me l'apprendre. Mais il a fallu que j'aille dans la rue et je suis arrivée chez ma copine, j'ai vu, ah, mais sa maman lui montre et tout. Je dis, mais ma maman aussi, je devais apprendre. Elle me dit, mais tu ne connais pas. Disons, en tout cas, moi, avec ma mère, on n'a pas ce genre de conversation.
Donc il y a ce manque de conversation aussi chez nos mamans aujourd'hui, précisément au Congo. Ils se disent que oui, le préservatif est un sujet tabou, les menstrues est un sujet tabou. Et voilà comment les enfants se retrouvent aujourd'hui dans des grossesses indésirées sous prétexte qu'ils n'ont pas en fait ce soutien à la maison. Et c'est un grand danger aujourd'hui. Parce que plus la jeunesse avance avec l'apport des réseaux sociaux qui est un fléau hyper dangereux, les enfants, ils voient, il y a des sites pornographiques, excusez-moi pour le terme, et que, voilà, c'est la vérité, il y a des sites pornographiques aujourd'hui, et que les enfants se rendent dans des comptes avec la modernisation et la technologie avancée. Nos iPhones, on se met là, oui, ils vont taper un site internet et ils vont voir. Et qu'est-ce que ça pousse aux enfants? La reproduction. Et pour soutenir la thèse de madame, je pense que les mamans doivent prendre au sérieux l'éducation sexuelle des enfants. Oui, je dirais pas seulement que les mamans au niveau scolaire, même au niveau social aussi. Pourquoi pas faire des programmes de sensibilisation à la jeune fille ou même aux jeunes garçons. Comme a dit Madame Estelle, dans la plupart des cas, c'est la destinée de la jeune fille qui est enquêtée. Le garçon, lui, il poursuit ses études, il est libre comme s'il n'avait sereinement. Alors que la sémence vient clairement de lui et la femme, la jeune fille ne fait que porter. Alors nous comprenons par là que il y a encore un grand travail à faire dans notre territoire, surtout en Afrique. Introduire ça dans le système, le programme scolaire. Dans le programme scolaire, ça va beaucoup aider. En tout cas, c'est une responsabilité qui devrait être sociétale, c'est-à-dire à tous égards. Pourquoi je le dis? Vous parliez tout à l'heure de l'éducation à l'école. Moi, je peux vous dire qu'au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme au développement et de l'économie informelle, la ministre Inès Nefer-Ingani Vumboyalo, dans sa vision, a eu à concevoir des bandes dessinées qui sont disponibles dans les écoles. Et dans ces bandes dessinées, nous parlons de tous les sujets qui touchent justement les enfants dans leur environnement scolaire. Disponible c'est à partir de quel niveau scolaire? À partir du collège. Okay. À partir du collège et du lycée. Ce sont des bandes dessinées qui sont justement destinées à mettre fin aux violences en milieu scolaire. Violence faite aux jeunes filles en tout cas, violence aux jeunes filles en milieu scolaire. Dans ces bandes dessinées par exemple, on explique comment une fille peut se rendre compte qu'elle a eu ses règles. Parce que comme vous le dites, il y a des parents qui n'osent pas aborder ce sujet, alors que ce ne devrait pas être un sujet tabou. Aujourd'hui, je vais vous choquer, moi j'ai eu accès aux données liées au VIH-Sida en République du Congo et on a été scandalisé de constater qu'il y a des enfants de 17 ans qui sont atteints par le VIH-Sida. Parce que la tranche d'âge la plus touchée, c'est même entre 18 et 38 ans. Et les personnes les plus exposées sont les jeunes filles. En termes de nombre, les filles sont plus nombreuses aujourd'hui, mais simplement parce qu'elles n'ont pas eu l'information en temps réel. Donc, c'est clair que nous devrons quand même arrêter avec ces tabous. Les tabous ne devraient pas exister. Parce que le sexe a toujours existé depuis toujours. Alors, si depuis toujours le sexe a existé, on continue à en parler. Aujourd'hui, avec le monde qui évolue à une vitesse de croisière, ne pas en parler à nos enfants, mais c'est les exposer davantage. Parce que quand vous ne leur en parlez pas, ben ils partent se documenter à leur manière. Et là-bas, ça les expose à des expériences souvent nocives et malheureusement pour des résultats mitigés. Bon, moi, c'est pour rejoindre un peu ce que la dame dit ou encore ce qui se dit sur ce plateau. Moi, je pense que la maternité, elle est très importante. Peu importe, moi, je me dis, mettre au monde aujourd'hui ne peut pas te faire faner. À moins que tu es négligente toi-même de base, que tu prends en fait comme alibi la maternité. C'est normal, nous sommes des Congolaises, nous sommes Africains, nous sommes purement des Bantous. Il faudrait exactement, comme a dit Madame Bikoumou aujourd'hui, produire, c'est très important. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas te lever le matin, chaque matin, tu vas envoyer l'enfant du voisin. Tu veux pas qu'on envoie ton enfant aussi? Accouche ton propre enfant. Transmettre les gènes, la beauté. Donc moi, je me dis, en tout cas, c'est très important. Et si tu penses que oui, pour des raisons d'esthétique, je ne peux pas mettre au monde parce que je vais perdre ma poitrine, j'aurai des vergetures, comme m'a dit madame, aujourd'hui, le monde a évolué. Quand vous avez su donner de l'amour à un enfant, cet enfant-là s'en souviendra. Et à côté de cela, vous avez évoqué l'aspect lié à l'alimentation. Ben, nous ne sommes pas, notre pays importe beaucoup, c'est vrai. Mais c'est pas l'unique facteur.
C'est vrai qu'on devrait encourager les gens à manger de plus en plus bio, mais moi, je ne vais pas entrer dans ce débat ici parce que c'est un débat assez délicat. Pour que nous puissions consommer bio, il faut qu'il y ait beaucoup de disponibilité conçue chez nous et à moindre coût aussi. Donc, le temps que nous puissions, dans le cadre du PND 2022-2026, que le travail soit réellement visible et que les fruits soient abondants, ben, on va se contenter de ce qu'on a, mais en faisant simplement attention à nous. Oui, hein, c'est normal, c'est naturel, voilà, comme madame a dit, si on va essayer de repartir vers la terre, on a dit, ça ne trahit pas, peu importe, mais aussi, ça reste aussi question de moyens, parce qu'aujourd'hui, on voit avec le coût de la vie, tu vas vouloir manger mon calou, tu vas voir, deux poissons là même, c'est 7 000. Il y a les billets hein, qui sont à... Il y a un poisson là, je l'ai vu. Oui, c'est à 2 000, hein, 1 000 fois, il y en a. Ah, ok. Mais sauf qu'après, ça fait des allergies. Mais non, pas forcément. Les allergies, c'est avec tous les poissons, ça dépend de l'organisme. C'est 7 000. Tu vois, kilo de cuisses de poulet, 4, c'est 1 500. Qu'est-ce que je fais? Tu veux manger la cuisse de poulet? D'accord, mesdames, en tout cas, nous avons Mais la santé n'a pas de prix. Oui, hein. la santé n'a pas de prix. Parce que nous avons de l'argent pour nous acheter des mèches aussi qui coûtent des œufs de la tête. Ça veut dire que si on veut bien manger, pour se conserver, pour se maintenir, on saura comment équilibrer. Après, on peut manger les cuisses de poulet. Si à côté, on a des aubergines bio, si on a un peu de légumes, c'est justement ça, l'équilibre alimentaire. Ah non, les légumes ne coûtent pas. Paquet à 500. Non, il y en a 200 aussi, même à 100 francs. Ça dépend des marchés que vous fréquentez. Prenez le temps d'aller dans les marchés où les produits sont vendus à un bon prix en temps réel, ben vous allez capitaliser. Exactement. En tout cas, merci mesdames, belle atmosphère, belle intervention. Chers téléspectateurs, en tout cas, nous vous encourageons à prendre soin de vous, surtout pour les femmes qui subissent, qui sont même déjà des potentiels, comment est-ce qu'on dit, sujets à la ménopause précoce, de prendre leur santé physique, leur santé morale, psychologique en main. Parce que la maternité reste une grâce, reste une bénédiction. Merci Madame Estelle Bikoumou. Sur ce, chers téléspectateurs, nous attendons vos différentes réactions sur nos réseaux sociaux et surtout le débat reste ouvert. Et sur ce, nous vous disons à demain pour une prochaine émission.